Je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. L'invitation qui vous a été lancée par ma modeste personne pour parler d'une question d'actualité en province du Sud Kivu, en particulier bien sûr, mais sur le plan général, en République démocratique du Congo, il s'agit des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Il faudra que je circonscrive rapidement les cadres dans lesquels je décide de réagir aujourd'hui. J'analyse aujourd'hui et je fais cette sortie médiatique en ma qualité de politologue, professeur d'université en sciences politiques. Et cela me permet de m'éloigner de tout ce qui pourrait être attiré vers X ou Y en ce qui concerne les orientations politiciennes. La question que je me propose d'analyser avec vous, c'est la candidature de l'honorable maître Jean-Jacques Elakano, qui est le fils du terroir ici à Fizi en général et la ville de Baraka aussi. L'un d'entre vous, d'entre nous, est candidat vice-gouverneur. Je vais rapidement essayer de vouloir comprendre la genèse et la raison qui aurait milité à sa candidature d'abord comme gouverneur. Parce que ses ambitions, c'était d'être gouverneur de la province de Sud-Kivu. Jean-Jacques Elakano, vraiment l'une des figures de proue de l'IDPS en province du Sud-Kivu et en République démocratique du Congo, parce que ses prouesses, il les a prouvées dans l'opposition et il a été aussi rappelé rapidement depuis que l'UDPS avait pris la magistrature suprême dans ce pays. Il a été rappelé pour être au collège des conseillers du président de la République. Et là, il a su comprendre que il est parmi les gens qui seraient mieux placés, et je l'ai dit bien serré, si jamais il recevait cette responsabilité de venir piloter, diriger une province comme le Sud-Kivu. C'est à ce titre que moi, j'essaie de comprendre sa soif, sa volonté de candidater comme gouverneur de cette province. Et cela aurait été ou doit avoir été réconforté par son succès électoral de 2023. Il est venu, après avoir raté des fois successivement les élections législatives nationales, il est venu et il est sorti le meilleur élu de la circonscription électorale de Fizi. Et là, cela faisait encore renforcer une confiance en soi pour qu'il exprime ses ambitions au niveau de son parti, bien sûr. Il exprime ses ambitions de venir diriger la province de Sud-Kivu. Et bien sûr, comme la politique, c'est un jeu de jeu et d'intérêt, il fallait qu'il arrive à convaincre d'abord la hiérarchie de son parti, parce que c'est le parti qui doit l'investir comme candidat. Et en plus de la hiérarchie de son parti, nous sommes dans un système de gestion qui implique le partenariat, les différents accords de gestion. Et au niveau de l'Union sacrée, il fallait qu'il ait aussi un certain soutien des différentes plateformes et des différentes organisations politiques, notamment les partis et le regroupement de l'Union sacrée de la nation au niveau national et en province du Sud-Kivu, sans oublier aussi certaines personnalités influentes qui ne sont ni de la société civile, ni de l'Union sacrée, moins encore de l'opposition. Parce qu'il y a aussi ce pouvoir réel qui réside dans les gens qui sont communément appelés des notables. C'est à ce titre que nous avons vu un certain ballottage. D'abord, il a candidaté comme vice-gouverneur comme gouverneur avec un vice venu du parti de Kantutuma, Lance, qui
qui est un élu de Bukavu aussi, l'honorable Patrick Bakawabana. Et du coup, le jeu ayant évolué autour des enjeux, il se retrouve être vice-gouverneur d'un autre candidat qui avait déjà déposé avant lui. Ce que sous-attendu, on parlerait déjà d'un deal exécuté entre son parti qui est l'UDPS et le parti de l'autre candidat avec lequel il est allié aujourd'hui, l'AFDC. Donc le ticket Jean-Jacques Rossi Sadiki, Jean-Jacques Elakanomiewa, semble être jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le fruit d'un deal entre ces deux grandes formations politiques. Alors, là, un certain flou a régné parce que le jeu a évolué au niveau de la province. Nous sommes arrivés à un certain moment où le candidat de l'INC a aussi coopté un autre vice venu du territoire de Calais, à qui on reconnaît, à qui on proclame une certaine paternité à l'IDPS. Il a fallu attendre la sortie médiatique du secrétaire général adjoint de l'IDPS, j'ai cité ici M. Deo Bizi-Boubalola, pour pouvoir au moins clarifier que la candidature reconnue par l'IDPS, c'est le ticket entre l'AFDC et l'IDPS, et ce ticket est porté par Jean-Jacques Pourousse et Jean-Jacques Elakane. Bien au contraire, les choses n'ont pas aussi facilement évolué. C'est à ce niveau que nous sommes entrés, en termes d'analystes, nous sommes en train d'évaluer un certain niveau de manque de coordination et de manque de leadership dans certains partis. Parce que jusque-là, c'est lui qui se fait passer comme de l'IDPS et candidat vice-gouverneur sur une autre liste pilotée par l'INC. Au même moment, il y a quelqu'un d'autre de l'IDPS qui maintient encore sa candidature. Il est de l'IDPS et tout le monde connaît qu'il a été élu député provincial comme de l'IDPS. Ici, je suis en train de parler de Jérémy Bassimane. Il est aussi, jusqu'à ce jour, à moins que la cour d'appel du Sud Kivu l'invalide ce soir même, mais jusqu'à cet instant ici, il est candidat gouverneur de province. Ce que on peut à ce niveau-là lire le manque de coordination, le manque de leadership, et qui se manifesterait en termes d'indiscipline caractérisée. Est-ce que cela, l'IDPS, si aujourd'hui l'IDPS peut vouloir se faire affirmer comme un parti qui s'est donné mot d'ordre et qui sait se faire respecter, j'ose croire que le résultat peut-être après les différents procès en cours à la cour d'appel, on pourrait avoir une autre configuration de candidature au Sud Kivu. Le ticket, jusque-là, comme nous parlons de Jean-Jacques Elakane, il est là. Mais il y a de différents enjeux électoraux. Les enjeux sont lesquels? La victoire. Les enjeux sont lesquels? L'acceptation de cette candidature, non d'abord par les élus provinciaux, qui sont leurs électeurs, mais aussi ces élus, parfois, ils sont poussés par l'opinion publique. Est-ce que cette candidature pourrait se faire accepter au niveau de la population? Le souverain primaire qui a même délégué les députés provinciaux pour exécuter cette tâche. C'est à ce titre que je pense, d'abord, l'AFDC comme le parti qui a eu beaucoup plus de députés provinciaux, bon, disons les deux formations politiques pilotées par l'honorable Bati Lukwebo, parce que l'AFDC à elle seule n'a pas réussi tous ces sièges-là. C'est l'AFDC-A et l'AEDCA. Comme ces deux organisations politiques pilotées par le leadership de Bati Lukwebo, est sortie comme la première force en province du Sud Kivu, au niveau de l'hémicycle provincial, et suivi respectivement de l'IDPS et sa mosaïque, bien sûr, et l'INC et sa mosaïque aussi. Ce que là, on se lure que deux
parmi les trois grands, se sont ligués d'un seul côté. Mais l'INC n'a pas encore dit son dernier mot dans ces duels. Parce qu'en réalité, le duel se joue entre l'honorable Bati Lukwebo et l'honorable Vital Kamerhe. Mais entre les deux s'intercale le parti du président de la République. Est-ce que c'est un message pour le président de la République de dire à Kamerhe que moi, à ce niveau ici, je soutiens Lukwebo et je t'abandonne? Ça, ce sont des hypothèses que tout analyste politique avéré peut construire et essayer d'analyser et les confronter aux différents résultats auxquels nous ferons face dans les jours qui suivent. C'est à ce titre-là que nous essayons de voir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question. Pourquoi quelqu'un que nous avons élu député national trouve plaisir en se faisant vice-gouverneur dans une province? Eh bien, là, j'évoquerai deux hypothèses. La première des hypothèses, j'évoquerai l'hypothèse du mot d'ordre et de loyauté. Si son parti, le parti auquel il a exprimé l'ambition de venir gérer la province du Sud-Kivu, décide de le maintenir comme vice-gouverneur, va-t-il le refuser au nom de la loyauté? Parce que là, il ne pourra pas dire au parti que non, moi j'avais seulement l'ambition d'être titulaire. Je n'avais pas besoin d'être vice. Là, l'objectif serait alors ailleurs. Donc, tu avais besoin d'autre chose que d'aller diriger. Parce que vous êtes censé faire une équipe de direction. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse que je construis comme politologue, c'est une hypothèse de surveillance. Si le président de la République décide de donner à l'AFDC un gouverneur auquel il adjoint son homme comme vice-gouverneur, c'est qu'en réalité, nous sommes dans une hypothèse où vous êtes chef, mais vous êtes surveillé par un véritable chef. Parce que quand en politologue nous parlons de la hiérarchie formelle et de la hiérarchie réelle, quelqu'un peut te nommer, il te dit non, toi tu deviens tel, mais on te dit non, ton vice là, c'est mon épouse. Une autorité te donne une responsabilité. Il te nomme à un poste de direction, mais il fait de son épouse, lui, autorité. Il t'envoie son épouse comme ton vice. Mais qui dirige en réalité? Vous avez la signature, mais vous ne dirigez pas. Cela peut se concevoir dans le cas de figure de l'honorable Jean-Jacques Elakano, si et seulement si il bénéficie de toutes les grâces du parti présidentiel et de la personne même du président de la République. Ce que ici, en réalité, pour pouvoir aider la population, c'est mieux d'être à l'exécutif qu'à l'Assemblée nationale. Parce que là, vous allez parler. Mais après la parole, vous voulez sanctionner, vous vous réunissez encore dans une réunion, on vous dit non, il est le nôtre. C'est tout ce qu'il y a comme les assemblées provinciales ou nationales aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme les gens écrivent, les députés font des déclarations, ils font des interpellations, qui parfois n'aboutissent pas à rien. Alors sur lui, il trouve une opportunité de venir en province et qu'il vient avec un pouvoir réel. Parce que ici, nous ne devons pas confondre, si et seulement si l'IDPS est cohérente, nous ne pouvons pas confondre les cas de figure et le cas de figure de l'un d'entre nous aussi qui a été vice-gouverneur de cette province, qui n'a presque aussi rien foutu. Là, c'était parce que le gouverneur de province était du parti du président de la République. Et lui était juste vice-gouverneur qui venait d'un autre parti, notamment l'AFDC, qui n'était pas. Alors, est-ce que le parti d'un autre leader va faire pression sur le parti du président de la République?
Là, nous sommes une véritable force. Donc, ce ne sont pas des cas de figure qu'on peut comparer facilement. Ici, nous sommes dans une situation où nous osons croire que si il obtient le soutien, lui, c'est l'honorable Jean-Jacques Elakano, dans son ticket avec Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, s'ils obtiennent le soutien des élus et de la population, ils arrivent à être élus ou à se faire élire, nous risquons d'avoir un vice-gouverneur qui a un réel pouvoir. Je dis bien nous risquons parce que j'analyse avec la bonne foi. J'accorde le bénéfice des doutes à ceux qui disent leurs hypothèses tout bas. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une sortie pour les dire tout haut. Pour les dire tout haut. Et quels peuvent être les avantages si réellement il devient un vice-gouverneur avec un pouvoir réel? C'est qu'il est un véritable collaborateur avec son chef. Il dirige ensemble avec son chef. Ce que, il sera un vice-gouverneur qui va se faire entendre. C'est-à-dire que la politique, le politique public, tous les projets de développement de la province, Fizi désormais devra apparaître aussi parmi les priorités. Dédé, il va faire représenter proportionnellement le fils et filles du Sud Kivu au niveau du gouvernement provincial et des services provinciaux. Parce que ne vous en faites pas, tout se termine à Bukavu, tout se partage à Bukavu, on ne songe même pas au territoire. Et alors, si lui, il se fait élire vice-gouverneur et il a un pouvoir réel, nous risquons d'arriver à un certain moment où nous allons retrouver le gens des Fizi occupés aussi des responsabilités, non seulement dans le gouvernement provincial, mais dans tous les services provinciaux. Et que les aspects, le budget de la province du Sud Kivu, quand il sera exécuté, nous aurons les impacts. Nous aurons les impacts. Et là, nous sommes de bonne foi, comme je le dis régulièrement. Nous pensons qu'il pourra alors servir. Et le risque, c'est quoi? J'ai parlé des avantages. Le risque, c'est quoi? Si et seulement si il devient un vice-gouverneur sans pouvoir réel, et lui et toute la population de Fizi, tous seront déçus. Déçus non seulement par lui, mais aussi déçus par son parti l'UDPS. Donc nous sommes là devant un cas de figure où, si Jean-Jacques Elakano est élu, il sera mis à l'épreuve. À l'épreuve de prouver à la population du Sud Kivu en général et en province du Sud Kivu qui n'est pas et ne sera pas un vice-gouverneur protocolaire. C'est-à-dire qui va seulement apparaître dans le cérémonie, dans le meeting, dans le discours, mais qui n'a rien comme pouvoir qui puisse orienter les actions, de sorte que les fils et filles de son terroir Fizi se retrouvent aussi. Et que son territoire Fizi bénéficie aussi du budget de la province de Sud Kivu. Parce que le budget de la province est parfois exécuté en ignorant que cet argent-là est collecté dans les différents territoires. Et ce qu'il fallait alors revenir avec des projets, il faut exécuter le projet dans tous les territoires où les différentes recettes sont mobilisées. Voilà ce que j'ai à donner en ce moment comme petite conférence. Je suis devant le chevalier de la plume, je sais que vous avez des questions. Je me soumets à l'exercice des questions que vous avez pour essayer d'y répondre tant soit peu. Merci beaucoup, nous venons d'écouter votre intervention. Mais la population s'attendait à la candidature de M. Jean-Jacques. Et ce qui véhicule sur la toile de la population est que Jean-Jacques s'est retiré de titulariat parce que ce sont les Bashi qui ont le monopole de titulariat d'être gouverneur de Sud Kivu. Ce qui a incité beaucoup de Babembe
l'agressivité contre ces pratiques. Quelle analyse que vous amenez vis-à-vis de ce qui circule et que c'est à cause de cela que oui, c'est retiré? Merci beaucoup. J'ai évité d'évoquer cet aspect dans mon speech parce que je savais que les chevaliers de la plume que vous êtes bien informés, vous savez comment faire revenir cette donne dans le débat. La politique, il n'y a pas de cadeaux à se donner. Il n'y a que des jeux qui se développent et qui évoluent autour des enjeux. Nous sommes dans une province dont la cartographie sociopolitique et sociolinguistique est bien maîtrisée. Une province où la démographie est beaucoup plus développée dans certains milieux que dans les autres. Et là, la question de base que vous évoquez, ce n'est pas un faux débat, c'est un débat réel. C'est un débat réel parce que je parlais ici des deux leaders. Je n'ai pas voulu évoquer leur appartenance tribale ou ethnique. Tous deux, ils sont des bâches. Alors, nous sommes là devant un jeu d'intérêt. L'IDPS qui a besoin de ses alliés là-bas pour ses enjeux au niveau national. Était-il possible ou facile que l'IDPS sacrifie Vital Kamerhe et Bati Lukwebo sans tête et que l'IDPS et que l'AFDC et l'INC de Vital Kamerhe règlent des comptes à l'IDPS? Donc à un certain moment, la politique c'est aussi le jeu, c'est jeu de concessions. Si l'IDPS avait réussi à avoir beaucoup de sièges que l'AFDC, que l'INC, là, elle s'imposerait. Elle s'imposerait, il fallait que ce parti ait aussi beaucoup de députés dans le bush. Ça, c'est une question très très pertinente que vous venez de soulever. Et même, moi je conseillerais même ceux d'entre nous, surtout ceux qui cherchent à être candidats députés provinciaux aux prochaines élections, n'entrez jamais ou n'entrez pas dans des partis. Vous voulez être candidat sur une liste pour les élections provinciales, rassurez-vous que votre liste a de bons candidats chez les bâches. Parce qu'avec la démographie galopante, avec le poids démographique du Bushi et leurs alliés inconditionnels, notamment les Bahav, ils sont capables de réunir facilement le seuil de représentativité en province. Nous avons ici, dans presque tous les territoires, il y a des gens qui avaient beaucoup de voix plus que certains d'entre les élus, mais leurs formations politiques n'ont pas réalisé le seuil en province. Et la raison principale, c'était parce que leurs partis n'ont pas eu beaucoup de voix dans le bush. Et que là, ce n'était que de bonnes guerres que l'IDPS et son candidat Jean-Jacques Elakano puissent raisonner. Parce que l'échec serait beaucoup plus humiliant que la stratégie. Moi, j'ose croire qu'ils ont préféré jouer à la stratégie que se faire humilier et de régler des comptes, se régler des comptes après l'humiliation. Oui, prof, si nous regardons dans les rétroviseurs, ce n'est pas à la première fois que Fizi aligne son fils du terroir au gouvernorat de province. Jean-Jacques n'est pas le premier candidat gouverneur ou vice-gouverneur du Sud-Kivu. Chenil a échoué, Alondambolo a occupé le poste de vice-gouverneur et tant d'autres tickets physiques. Pourquoi ceux qui ont travaillé, parlons de Alondambolo et les autres, Fizi n'a pas bénéficié, si on peut parler d'une manière claire. Fizi en soi n'a pas bénéficié. Que pensez-vous de Jean-Jacques et pourquoi dites-vous que c'est Jean-Jacques, s'il passe, Fizi bénéficiera? Je construis des hypothèses, je n'ai pas dit automatiquement que Jean-Jacques passe et Fizi va bénéficier. J'ai posé des hypothèses comme des conditions préalables. J'ai bien dit ici, dans le passé, nous avons eu les nôtres, notamment vous avez évoqué le cas du professeur Kalondambolo Gabriel, qui a été vice-gouverneur. Mais à mon niveau, dans mes analyses personnelles, je peux me tromper, j'ose croire que le prof Kalondambolo a été l'un des vice-gouverneurs qui n'avait jamais eu le pouvoir. C'est pour cela que je dis, si et seulement si, Jean-Jacques Elakano devient un
vice-gouverneur avec pouvoir réel, qui ne soit pas un vice-gouverneur protocolaire. Et moi, je me permets de faire cette confiance, de dire que son parti, qui est un parti présidentiel, ne saura pas venir les sacrifier pour devenir un garçon de course du gouverneur et qui n'a rien comme pouvoir réel. Là, ça ne sera pas Jean-Jacques qu'on aura humilié, ça sera l'IDPS qui se sera humilié au Sud Kivu, et ça sera le président de la République qui se sera aussi humilié en province du Sud Kivu. Donc, si dans le passé, nous n'avons pas eu gain de cause, la première hypothèse, c'est que peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir réel. Ou encore, c'est possible, ils n'avaient pas la bonne volonté. C'est possible aussi. Ou encore, toutes ces deux hypothèses peuvent aussi être combinées. C'est ça ma façon de lire les faits. Oui, les Bahavou, les Bachi en soi en général, ils ont également les candidats vice-gouverneurs, comme Jean-Jacques Elakano. Nous savons tous que les amis, les Bachi ont quand même l'unité. Est-ce qu'à la dernière minute, les Bahavou ne vont pas déjouer Maître Jean-Jacques dans l'île? Pour parler de l'unité, ça vraiment, politiquement, je ne saurais pas vous dire que les Bachi sont dans l'unité. Je vous ai parlé d'un jeu d'intérêts, la politique. Et là, je sais vous dire que les intérêts des Cameroun ne sont pas automatiquement ceux de Lukwebo. Et les intérêts de Lukwebo ne sont pas automatiquement ceux de Kantitima. Et vice-versa. Ce n'est pas pour rien qu'ils forment et entretiennent leur parti politique. Et que si ils peuvent être unis, c'est peut-être face à une menace extérieure. S'ils sont menacés par ce qui vient de l'extérieur. Mais dès lors qu'ils se cognent entre eux, c'est entre eux, le combat, le véritable combat, c'est entre eux. C'est la raison pour laquelle moi je dis, est-ce que la candidature de vice-gouverneur de Jean-Jacques Elakano ne serait-elle une façon pour le président de la République de jouer une certaine carte d'intermédiation entre les deux? Il dit, mais là, comme vous, je vous laisse jouer, mais moi je m'intercale entre vous deux et je vous donne l'adjoint. En réalité, moi je suis le président de la République, tous les gouverneurs de province, ils sont investis par une ordonnance du président de la République. C'est que personne comme gouverneur ne pourra échapper au président de la République. Et si il adviendrait qu'il vienne avec un pouvoir réel, ce que je ne doute pas, alors on peut se dire que... Donc l'unité là, parce que si nous entrons dans le débat sur l'unité, même une petite unité a des antagonismes à l'intérieur. Même si vous allez chez les Bachi, Walungu et Kabare ne parlent pas régulièrement le même langage. Mais s'ils sont menacés par ceux de l'extérieur, facilement ils peuvent se liguer. C'est comme qui parlerait de l'unité de Babembe. Tout le monde pense que les Babembe sont unis. Mais en réalité, si nous revenons dans le débat chez le Babembe, dans l'unité, autour de l'unité, il y en a qui développent le sectarisme, il y en a qui développent le clanisme. Mais devant une menace extérieure, les Babembe sont tellement unis. Hein? Ça, il faut aussi le reconnaître. Donc, c'est devant les intérêts, tout peut basculer. Professeur docteur, vous avez évoqué les problèmes de manque de confiance des partis de l'UDPS, même Jean-Jacques. S'il passait qu'il n'a pas le pouvoir réel, et si Jean-Jacques passait et qu'il n'a pas le pouvoir réel, et s'il arrivait à démissionner en cours de fonctions, est-ce que son pouvoir ainsi que son parti politique pourrait encore manquer cette confiance que vous avez évoquée? En territoire difficile surtout. Je vous dis, il ne pourra y avoir une erreur fatale que celle-là. Que son parti l'envoie pour venir l'humilier. Ça sera fatal. Je ne le crois pas, mais c'est aussi une hypothèse possible. Parce que si cela arrivait, c'est-à-dire lui-même sera déçu par son parti, lui-même va décevoir ses électeurs de Fizi qui l'ont envoyé à Kinshasa. Et son parti va également décevoir la population de Fizi qui l'a envoyé. Et cette même population sera déçue, en plus d'être déçue par lui et par son parti, sera aussi déçue
du président de la République, dont l'histoire du soutien en province du Sud qui remonte de 2011 sur l'unique territoire au Sud qui a voté pour l'UDPS. En 2018, mêmement, et aujourd'hui, vraiment, je dirais, si on peut imaginer la pure des hypothèses, c'est celle-là. Je lui accorde le bénéfice des doutes. J'ose croire que son parti ne peut pas le piéger. Prof docteur, est-ce que si, parce qu'on parle que la nuit porte conseil, et Jean-Jacques est en train de suivre les différents commentaires sur les réseaux sociaux, et même aussi je pense que ses proches sont en train de lui parler quelque chose. S'il arrivait à renoncer avant l'organisation des élections de gouverneur et vice-gouverneur, est-ce qu'il peut avoir la même confiance qu'il avait dans son parti? Il ne peut pas avoir cette confiance parce que il a dépassé, la période de renonciation a dépassé. Sinon, s'il renonce, il aura qu'est-ce que la CENI va encore faire à ce moment? Nous avons déjà dépassé la période d'ajout, retrait et substitution. Alors, c'est comme qui dirait celui qui fait une révolution à moitié creuse sa propre tombe. Il ne peut plus revenir. S'il revient, il s'enterre. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Je reviens sur l'échec de Jean-Jacques. La plupart de la population de Fizi réagit et être contre la candidature de M. Jean-Jacques, au cas où ils l'ont envoyé pour aller siéger et non pour aller décider au niveau du gouvernorat. La plupart disaient non, nous l'avons donné nos voix pour être notre Djogo Yadjidji. Et Djogo Yadjidji qui va se transformer en étant une autorité exécutive, laissez-moi le prononcer. Alors, qu'en dites-vous si Jean-Jacques parvient à échouer et la population aussi qui l'attendait à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce serait mieux que Jean-Jacques reste à l'Assemblée nationale pour servir la population de Fizi qui l'ont donné cette mission, ou bien une bonne voie pour bien développer aussi et promouvoir la population de Fizi, c'est aussi à être gouverneur ou bien vice-gouverneur de province de Sud. Qu'est-ce que vous, étant analyste, politologue, vous trouvez mieux être vice-gouverneur? Pas politiquement, mais moi je parle de l'humanisme dans ma doctrine humaniste qui m'a épuisé. Est-ce que c'est mieux être un vice-gouverneur au lieu d'accomplir la mission donnée par la population? Bien, je veux bien que vous puissiez évoquer l'humanisme. Quand nous revenons dans le débat sur le parlementarisme, et encore, il suffit que l'on soit encore dans le pays où le Parlement a son réel pouvoir, celui d'orienter et de corriger l'action gouvernementale. Mais nous sommes dans des États où combien de déclarations sont faites par nos députés, combien de lettres, combien de rencontres, mais l'action n'est pas toujours de cet exécutif, de l'exécutif, qui a ses propres priorités dans les États. On parlerait en déliquescence de gouvernance. Et lui, la population, oui, comprend que nous devrions avoir quelqu'un qui parle. Mais parler sans résultat. Et ne pas parler, produire quelques résultats. Je pense, dans le contexte d'un pays comme la RDC, même s'il est vice-gouverneur, si et seulement si, je reviens sur cette conditionnalité ici, il a un pouvoir réel. Il servira mieux qu'un député national. Parce qu'il est vice-gouverneur, il sait dire ensemble avec le gouverneur, voyez le problème de Luanga ici. Même si c'est une route nationale, mais est-ce que vous savez que c'est là chez moi? Est-ce que vous savez que là, c'est là que je me suis fait élire? On peut trouver une solution durable au niveau de la province, ou disons pas durable, une solution palliative, en attendant que le gouvernement de la République puisse se saisir du dossier. Là, il peut le faire. Mais il peut être au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il va parler,
le ministre des Travaux publics, infrastructures, il va venir, il va s'expliquer, même si on soumet une motion, qu'est-ce qui s'est fait dans nos États? Nous venons de clôturer 5 ans. Que ce ministre qui s'est fait évincer parce qu'il n'a pas été à la hauteur de cet âge dans un ministère? Personne. Ils sont tous protégés par leur formation politique. D'où, mieux vaut être à l'exécutif si on a un pouvoir réel que rester en train de parler sans se faire attendre. Ça, c'est mon analyse personnelle. Bon, peut-être pour finir, j'ai une dernière question. Si Jean-Jacques avait confiance totale envers son chef, qui est le président de la République, pourquoi ne pas seulement attendre qu'il soit nommé ministre national pour bien exécuter, au lieu de venir postuler comme vice-gouverneur? Bien, je ne veux pas entrer dans les secrets des diables. En fait, le combat sur le ministère, comme vous le savez, c'est un combat de haute facture. Et lui, je pense que, averti qu'il est, je pense qu'il n'a pas voulu attendre, ne pas se faire nommer ministre pour venir se lamenter plus tard. J'ose croire qu'il a vu le jeu autour des ministères qui pourra l'échapper. Les jeux qui seraient peu maîtrisables au niveau des ministères. Parce que là, l'une des difficultés qu'il éprouverait, c'est qu'il vient d'une province qui a aussi les grands acteurs de la scène politique en RDC. J'ai parlé de Lukwebo, j'ai parlé de Vital Kamerhe, je vais aussi parler de Kantitima. Tous ces gens-là viennent de créer leur parti et regroupement politique et ils ont autant de députés. Et la priorité pour eux et pour leur ministère, c'est la province de Sud-Kivu. Alors, l'IDPS saura-t-elle donner beaucoup de ministères à ses partenaires politiques qui viendraient de Sud-Kivu et encore attendre de donner d'autres ministères? Ça, c'est des calculs. Moi, j'ose croire qu'il a anticipé les jeux. J'ose croire qu'il a joué une carte anticipative pour au moins avoir ce mandat-là de venir gérer au nom et pour le compte de l'IDPS en province. Parce que rien n'est gagné ou n'est perdu d'avance en politique. La meilleure façon de faire, c'est d'anticiper les jeux au lieu de courir derrière les enjeux. Monsieur le prof, nous vous remercions. Je vous remercie pour le travail que vous venez d'abattre.